bonjour à toutes et à tous. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir vous présenter finalement ce dispositif de préparation mentale qui a été mis en place au sein du 15 de France. Moi, avec Michael, bien sûr, qui est à la tête de tout ce projet. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de l'illustrer sous forme de photo. Moi, ce que je voudrais vous présenter, en fait, nous, ce que nous voudrions vous présenter, c'est plutôt la partie qu'on a mis en place sur l'entretien de récupération émotionnelle. Donc, c'est vraiment une partie qui est plus spécifique, qui est plus centrée justement sur le recueil de l'émotion du joueur, à l'occurrence, afin de lui permettre de mieux récupérer. Donc, c'était un petit peu l'objet de cet accompagnement. Alors, peut-être de façon beaucoup plus large, l'accompagnement a été fait de façon différente, en tout cas sous différentes formes. D'abord de façon collective, et Antoine vous en parlera tout à l'heure, justement plutôt avec le 15 féminin, mais c'est la notion de practice, donc c'est ce travail plutôt sur des thématiques qui sont spécifiques, afin de préparer, soit de débriefer le match qui vient d'être joué, soit afin de préparer le match à venir, qui va être, lui, en tout cas cet accompagnement sous forme collective est plus l'idée de réunir certains joueurs afin de travailler sur certaines thématiques et ensuite de proposer une restitution plutôt collective. Donc je ne rentre pas vraiment dans le détail sur cet exercice-là. Antoine va un petit peu plus vous l'illustrer parce que pour moi le but était plutôt, en tout cas ici, de vous parler plus de l'entretien individuel de récupération émotionnelle. Par contre, pour clôturer cette partie plutôt collective, on doit aussi le poser ici, c'est qu'on a également initié les joueurs du 15 de France à la mindfulness, donc des pratiques collectives sur la pleine conscience, afin de les initier sur cette pratique qui est quand même d'ordre psychocorporel et afin de leur donner également des outils, oui, en lien en tout cas avec la récupération émotionnelle, mais également en lien aussi avec l'appropriation du moment présent et d'accepter ce qui se passe sur le moment vécu par le joueur. Donc ça, c'est plutôt du collectif. Maintenant, sur la partie plutôt individuelle, donc je vais vous présenter cet entretien individuel de récupération émotionnelle, le ERE, abrévé de cette façon, mais également souligner qu'il y a eu des suivis individuels au sein des joueurs, plutôt sur des thématiques et des besoins qui venaient justement de la part de différents joueurs. Alors, c'était un exercice qui n'était pas tout simple, finalement, et qui a été développé pour le 15 de France. Donc, en fait, on ne se l'est pas spécialement inventé avec Michael. Ce n'était pas possible de s'inventer cela, mais par contre, on se devait d'être créatif, c'est-à-dire de d'abord observer quelle était la pratique actuelle. Michael la connaît très bien, qu'est-ce qui se faisait jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qu'on pouvait proposer par la suite au sein du 15 de France avec les différentes échéances qui venaient à venir, et qu'est-ce qui était aussi possible. En fait, c'est le cadre qui nous permettait de nous dire qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui était de l'impossible. Alors, du coup, lorsque j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de choses sur les sciences, sur la physiologie, mais également cette approche philosophique, je te remercie Robin, c'était vraiment très intéressant. Finalement, nous, dans notre accompagnement mental ou de récupération émotionnelle, on est parti aussi avec une certaine philosophie, qui est celle de la préparation mentale au sein du 15 de France, bien sûr, mais qui est aussi notre philosophie, un petit peu à nous deux, donc notre envie d'intervenir, ou en tout cas d'interagir avec les joueurs en leur proposant quelque chose d'utile pour leur récupération. Et aussi, on a dû aller chercher un petit peu dans la littérature, et plutôt au niveau de la physiologie, mais qu'est-ce qui se fait déjà, et comment nous, on peut mieux apporter cette récupération émotionnelle alors qu'on sait que la récupération physiologique, et déjà, elle est bien documentée et en plus, elle est bien placée au sein des groupes et au sein de différents sports. Alors, sur les réflexions plutôt théoriques, bien sûr, on s'est d'abord intéressé à cette notion de récupération. Donc, il y a un moment où les athlètes récupèrent. Dans la planification qui est faite par les entraîneurs, par le staff, c'est assez clair. Donc, le quand et le comment aussi, plutôt au niveau physiologique. Par contre, le quand et le comment au niveau psychologique, ça, c'est beaucoup moins clair. Donc finalement, ça nous a amené à aller chercher dans la littérature scientifique déjà l'importance de cette récupération qui semble assez claire, on le sait très bien qu'elle est très importante, mais comment mieux la comprendre au niveau physiologique pour ensuite proposer quelque chose aussi au niveau psychologique, dans le temps également en partie par le cadre, qui vous verrez, le temps est assez quand même restreint.
Donc on s'intéressait à toute cette littérature scientifique qui est très physiologique en quelque sorte, donc qui est aussi très intéressante en tant que préparateur, préparatrice mentale ou psychologue du sport. On se doit aussi d'avoir des connaissances dans les autres domaines en lien avec la performance, donc c'est faire un petit peu cette analyse dans la littérature, donc effectivement voir qu'il y a quand même un consensus, donc il y a un consensus sur le fait que c'est important d'aller rechercher cet équilibre biopsychosocial et que justement la notion de récupération elle est très importante et lorsqu'elle est perturbée par différents facteurs qui peuvent être internes ou externes, et quand je pense à l'interne, c'est là où les variables psychologiques peuvent être très importantes, c'est que la notion de fatigue va se développer et donc la notion de fatigue physique mais également mentale. Donc en fait nous on allait intervenir afin de pouvoir contribuer à l'importance de cet équilibre biosocial. Mais aussi, pour nous, c'est important également de s'intéresser à la notion des charges d'entraînement. Alors, je vous dis ça parce qu'on on a essayé de se coller le plus proche possible à ce qui se faisait dans les domaines qui nous sont un petit peu plus externes, c'est-à-dire à la récupération physique qui peut être faite justement par les préparateurs physiques en lien avec la diminution de la charge ou l'adaptation de la charge. Donc on s'est vraiment intéressé à aussi comment eux, ou en tout cas les personnes qui travaillent dans ces domaines qui sont un petit peu éloignés du nôtre, comment périodisent justement les différentes charges d'entraînement et leur récupération. Et nous, comment on peut aussi s'intégrer à cette notion d'adaptation tout en tenant compte qu'il y a au niveau scientifique des données qui sont quand même posées, beaucoup en lien avec la physiologie et beaucoup moins en lien avec la psychologie. Donc pour nous déjà la première étape était assez simple, hein. Donc essayer de développer des stratégies de récupération qui permettaient justement d'aller vers la récupération des athlètes au niveau psychologique, en tenant compte aussi, et c'est pour ça que je vous ai mis cette première figure, en tenant compte aussi de variables qui sont un petit peu, qui entourent l'athlète. La qualité du sommeil, le nombre de blessures, le niveau de la douleur, etc., qui finalement appartiennent plus au corps médical, mais qui pouvaient pour nous être intéressantes afin de pouvoir proposer quelque chose et pour pouvoir pallier la notion non pas de surentraînement, mais plutôt la notion de sous-récupération. Donc finalement, l'hypothèse derrière était comment proposer quelque chose au niveau mental, sans la boîte à outils telle que les préparatrices mentales la connaissent, parce qu'elle n'est pas possible, notamment dans ce contexte-là, mais comment proposer quelque chose qui soit efficace ou pertinent d'abord, et ensuite efficace, afin de pouvoir pallier à cette notion de sous-récupération. Donc ça, c'est un petit peu déjà les réflexions au niveau plutôt physiologique, mais ensuite, bien sûr, en tant que psychologue, en tout cas en tant qu'expert en psychologie du sport, on a dû aller plutôt s'interroger sur les cadres théoriques et les ancrages théoriques qui sont plus en lien avec notre domaine de compétences. Donc on s'est plutôt basé sur la notion de partage de l'émotion. Donc je vous rappelle, en tout cas l'idée était de permettre à l'athlète, au joueur, de récupérer émotionnellement. Donc on est parti de l'ancrage de la notion de partage d'émotions. Alors pour ceux et celles qui connaissent, peut-être ceux qui sont plus dans le domaine de la psychologie, de Penbaker et collaborateurs en 2001. Donc la notion étant le fait de partager l'émotion, ça permettait déjà de la déposer et en quelque sorte aussi de la solder. Hein. Donc, vous pouvez faire l'exercice vous-même quand vous parlez avec votre entourage ou quelqu'un qui vous a beaucoup touché émotionnellement. Le fait que la chose elle vous a beaucoup touché, que vous pouvez la partager avec quelqu'un d'autre, ça permet déjà de souffler, en tout cas que cette émotion soit minimum diminuée. Donc ça, c'est vraiment notre ancrage plutôt théorique, en sachant aussi que Penbaker, ce qu'il évoque, c'est la notion d'écriture. Donc écrire sa propre émotion. Nous, on est resté plutôt sur le premier niveau, qui est celle du partage. Le partage déjà verbal. Donc permettre aux joueurs de partager verbalement l'émotion qu'ils ont pu vivre, qu'ils ont vécu, le match qui précédait, le match de la semaine passée, ou qu'est-ce qui s'était passé pendant la semaine. Donc par rapport à cet ancrage théorique, on a vraiment posé, ok, on est en clair sur ce qu'on veut faire, mais par contre on savait au niveau théorique l'ancrage, mais on ne savait pas vraiment le comment. Comment proposer ce dépôt d'émotions, ce partage d'émotions, le fait de justement de permettre aux joueurs de poser l'émotion en plus dans un temps qui est extrêmement court.
Hein, vous verrez, au niveau de notre emploi du temps, en tout cas l'emploi du temps qui nous est attribué, c'est quelque chose qui est relativement short et que donc il fallait être assez efficace aussi au niveau de la temporalité. Donc on s'est intéressé à tout ce qui est la troisième vague, hein, donc tout ce qui est TCC, et notamment le modèle cognitivo-comportemental, que pour nous, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, pour nous est également inspiré plutôt de la théorie ACT, c'est-à-dire l'acceptation, donc partir sur le processus d'acceptation de l'émotion, mais pour pouvoir l'accepter, il fallait d'abord la déposer. Hein. Donc on est parti sur quelque chose qui est assez simple, que vous avez peut-être déjà utilisé, j'imagine peut-être aussi de façon inconsciente. On est parti sur le fait de proposer aux joueurs de poser la situation, poser ce qu'il a vécu, poser le dernier match, poser un moment du match qui pouvait être compliqué, ou peut-être même poser un moment du match qui pouvait être très positif. En fait, effectivement, on va plutôt parler de l'émotion de type avec la balance plutôt négative, mais on peut aussi encourager le joueur à déposer une émotion qui est de balance positive. Hein, donc, on va également regarder les deux aspects. Donc, je pose la situation que je vais décrire, donc le joueur va la décrire, qui est en tout cas porteuse d'émotion, parce que s'il l'amène cette situation, c'est que elle est porteuse d'émotions, forcément, hein, négative ou positive. Et ensuite, notre travail à nous a été d'investiguer le ressenti, comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait en toi. Donc, avec un questionnement, bien sûr, très très large, bien entendu. Hein. Vous imaginez qu'on n'a pas du tout utilisé une méthode plutôt directive, pas du tout, loin de là, mais plutôt avec cette bienveillance, cette orientation vers le joueur, et ensuite en lui donnant l'espace, le peu d'espace à disposition, mais vraiment pour poser ce qu'il ressent, mais aussi lui permettre d'analyser le ressenti. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps également, hein, plutôt au niveau corporel, mais également qu'est-ce que ça fait de comprendre l'origine de cette émotion. Donc, modèle cognitivo-comportemental également, c'est un modèle qui est très présent dans la littérature scientifique, et d'ailleurs il est aussi très utilisé en psychothérapie, mais aussi dans d'autres contextes. Nous, on l'a vraiment utilisé parce que c'était quelque chose qui, avec du recul, et ensuite avec aussi une analyse approfondie de la littérature, c'était quelque chose qui nous semblait pertinent et approprié au cadre qu'on nous a bien voulu nous donner. C'était également ça, un petit peu le contexte. Ensuite, peut-être juste une petite slide sur poser l'émotion. Alors, vous savez bien, hein, pas tout facile de mettre des mots sur l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion? Comment je la décris? C'est pas tout facile. On a eu commencé, rappelle-toi, Michael, avec cette roue de l'émotion que d'ailleurs on l'a vite laissé tomber. Hein. Mais on l'a quand même utilisé. On l'a quand même utilisé dans les premiers entretiens. Hein, parce qu'on avait identifié, et ça c'est par contre c'est intéressant, hein, on avait identifié les joueurs comme dans la difficulté de mettre en mots sur l'émotion, de poser même l'émotion, et la roue était utile. Par contre, on l'a vite laissé tomber, mais parce que après les joueurs, ils étaient plus à l'aise avec l'exercice, ils ont été beaucoup plus à l'aise dans la reconnaissance de leur émotion, donc finalement elle était plus utile. Ça, c'est un bon apprentissage parce que ça nous a quand même appris le fait qu'il y a eu une évolution dans l'exercice proposé. Alors, concrètement, le dispositif. Donc, jour du match, le J+1, c'est le jour off, où les joueurs sont au repos. Et c'est là où notre travail à nous est de rentrer en connexion avec le staff. Le staff de façon large, hein, le staff médical, le staff sportif, les préparateurs physiques, le head coach, afin de récolter les informations du match, des jours précédant le match, en sachant que nous, on n'était plus là. Donc, on avait plein d'informations qui nous échappaient, en quelque sorte. Donc, c'était vraiment le moment d'aller récolter toutes ces informations. Ensuite, sur ce J+E, c'est là où ça se passe cette récupération, et c'est là où on avait notre rôle également à jouer. C'est la mise en place des entretiens de récupération émotionnelle, que je vous montrerai également dans la prochaine slide, comment ils sont opérationnalisés, mais également la notion de practice. Donc, il y avait les deux choses, entretien avec les joueurs individuellement, mais aussi ce collectif qui allait se réunir pour préparer des thématiques sous forme de practice. Et ensuite, ce J+3 où vous voyez, voilà une restitution souvent faite par le préparateur mental qui prépare le practice, plus les joueurs, souvent aussi engagés dans la restitution. Donc déjà, voilà un petit peu le dispositif que nous avons mis en place. Pour ces rendez-vous individuels de récupération émotionnelle, alors c'est très simple. Hein. C'est 10 minutes, c'est le temps qui nous était imparti, hein, pour pouvoir répondre
à tous les joueurs. Donc 42 joueurs, 2 préparateurs mentaux, afin de pouvoir être dans le planning. Donc c'était aussi la notion d'être intégré avec les autres corps de métier, en quelque sorte, dans cette architecture. Julien, tout à l'heure, tu parlais d'architecture. C'est vraiment être incorporé dans l'architecture et que ça soit possible. Ici, il n'y avait pas la possibilité de faire 1 heure d'entretien par joueur. C'est juste impossible. Donc, on va utiliser les possibles pour pouvoir faire quelque chose qui a été réfléchi en amont, qui a aussi été testé, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui est faisable, en quelque sorte. Donc, 2 joueurs par tranche de 10 minutes sur une durée de 10 minutes. Donc, vous voyez bien, il y a de la récupération émotionnelle, il y a de la récupération cardio, etc. Donc, les différentes tranches sont disponibles pour les autres intervenants de la performance. Et nous, on s'est greffé, finalement, à cette planification. Je vous mets un petit exemple de retranscription d'entretien. Alors, ici aussi, lorsque l'entretien, ça se passait, après, donc à la fin, avec Michael, on allait retranscrire tout ce qui s'était dit. Donc, l'exercice est aussi important. Donc, je vous laisse peut-être lire. Parle d'agacement pour le carton rouge, mais aussi on peut frustrer de ne pas pouvoir être titulaire. Excusez-moi, parce que je ne vois rien du tout. Dit aussi reconnaître que, mérite complètement sa place. Reste longtemps sur le carton. C'était facile de faire mieux car on a manqué d'organisation. La stratégie n'a pas été comprise par tout le monde, donc là on a la notion de frustration. On l'a vu de suite, moi-même je ne me suis pas retrouvée. Il dit avoir fait une bonne rentrée avec l'envie de donner. Les finisseurs ont fait un bon job, mais voilà, c'était fait avant. On a une grosse envie de gagner, il parle de l'Écosse, et reste assez neutre sous la description de ce qu'il a vécu. Entre parenthèses, je crois que c'est moi qui avais indiqué ça, plus d'infos lors du practice. Donc, ça veut dire aussi que dans notre retranscription, on allait aussi mettre l'information, ce joueur n'a pas réussi, en quelque sorte, attention, le mot réussi n'est pas juste, l'exercice entièrement, mais on va pouvoir l'approfondir lors du practice parce que la thématique se prête. Lorsqu'il parle de frustration, de carton rouge, peut-être que le practice était justement aussi orienté sur ce carton rouge. Période très difficile pour lui, il a très peur pour sa jambe, il a attendu beaucoup avant d'aller aux urgences, donc c'est la notion de blessure, mais il revient en pleine forme, on se dit étonné de son état de forme, très fatigué, etc., etc. Donc là aussi, on a identifié, en tout cas on leur a laissé cet espace afin de pouvoir déposer leur ressenti, avec pour nous l'idée vraiment de ce ressenti situationnel avec la permission de poser l'émotion. C'était la chose plus importante, mais pourquoi? Afin de leur permettre de la déposer, afin de mieux la solder et de pouvoir récupérer sous cette forme émotionnelle. Donc notre ancrage théorique, notre réflexion avait un vrai fil rouge. Oui, on pouvait toujours faire autrement. C'est d'ailleurs ce qu'on se pose la question de comment faire différemment. Juste une précision, le joueur en photo n'est pas... Ah non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Verbatim, on est bien d'accord là-dessus. Oui, oui. Ça ne correspond pas du tout au verbatim, non, bien sûr que non. Alors, peut-être qu'est-ce qu'on a appris, parce qu'en fait, finalement, c'est important de ce qu'on a appris par rapport à ce qu'on a développé. Alors, c'est déjà l'importance de faire partie et d'être intégré à l'écosystème du sportif, et encore plus spécifiquement à l'écosystème de l'entraînement. Donc, finalement, nos entretiens étaient faits dans la salle d'entraînement qui, d'ailleurs, elle est ici, en dessous, pas loin d'ici, où il y avait également les entretiens coach, où il y avait également la préparation physique. Donc, on était intégré finalement dans l'environnement de l'athlète ou du joueur. Bien sûr, ça nous permettait, en tout cas d'être intégré, de normaliser l'expression, puisque c'était normal de nous voir, de venir nous voir, mais c'était aussi obligatoire. Donc, il y a aussi peut-être des avantages, l'inconvénient de la contrainte. Ça nous permettait aussi, en tout cas pour nous, l'avantage était de permettre le développement d'une capacité d'introspection assez rapide du joueur, en lui posant des questions, en lui proposant d'amener la situation. Ça permettait quand même de mieux l'identifier et ensuite d'aller chercher l'émotion en lien et de mieux la comprendre pour justement mieux la solder. Mais aussi, les avantages, c'était que le fait que la contrainte, donc cet aspect obligatoire, finalement, c'est en lien avec les autres domaines de la performance. La récupération physique a aussi un côté obligatoire. Donc, les autres formes de récupération sont également obligatoires. Donc, pourquoi pas cette récupération émotionnelle?
Et bien sûr, des inconvénients tels que on les a notés, hein, possibilité également en frein d'expression. Bien entendu que les premiers entretiens étaient plus difficiles, notamment pour certains joueurs, parce que de courte durée et parce que parler des émotions, c'est pas tout simple. Donc ça veut dire que là aussi, oui, bien sûr, ça peut être un frein à l'expression, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre. Donc c'est en développement et ça permet de enseigner, en tout cas, permettre un certain apprentissage pour le joueur de déposer l'émotion, chose qu'ensuite il pourra aussi la faire dans un contexte de compétition. La deuxième lesson learned, si je dirais ça comme ça, c'est quand même la notion de courte durée. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on est peut-être resté trop en surface, 10 minutes c'est très très peu. Si je pense à l'heure de consultation, de suivi en psychologie, 10 minutes, c'est vraiment très peu. Je me suis toujours fait aussi cette réflexion. Mais en même temps, il y a pas mal d'avantages. Hein. On peut aller droit au but, en quelque sorte, en lui permettant aux joueurs de se concentrer sur vraiment la situation vécue. Ben voilà, la planification va pouvoir être intégrée réellement dans l'écosystème du sportif. Mais également, parfois, c'est moins intimidant. C'est aussi moins intimidant de pouvoir déposer une émotion ou de pouvoir venir nous voir seulement en 10 minutes, alors que les obliger à venir nous voir pendant 1 heure. Donc ce côté moins intimidant était aussi important. Et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un vrai avantage, c'était leur permettre de développer, donc d'apprendre. Oui, on peut être capable, en peu de temps, en quelques minutes, de reconnaître une situation, de faire le bilan de comment je me sens émotionnellement, de le verbaliser, de l'accepter, de le verbaliser, et ensuite de continuer, de passer outre, parce que c'est quand même la dynamique du sport d'élite, en quelque sorte, et dans les d'autres domaines de performance, exactement la même chose. Et ensuite, peut-être un inconvénient, mais ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé tout au long du processus, bien sûr, beaucoup moins de temps pour tisser la construction de la relation. Valentin l'a bien parlé, hein, l'importance de la relation entraîneur-athlète ou athlète-athlète. Donc, dans notre cas, c'était plutôt joueur-joueur, psychologue ou préparateur mental joueur. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. On est resté longtemps avec eux, on les suivait en observation. Donc, on était également dans leur écosystème afin de pouvoir construire ça. Et lorsqu'on pouvait les avoir vraiment dans la partie plus pratique, on serait davantage à l'aise. Ici aussi, à dire que les joueurs pouvaient venir chez moi ou aller chez Michael sans vraiment trop de contraintes, c'est-à-dire le premier préparateur mental qui est disponible, le joueur allait circuler entre nous de façon assez libre. La troisième, et ça sera la dernière, c'est l'importance bien sûr de préparer. Alors tout ça, ça ne s'est pas inventé, mais ça s'est créé. Ça s'est créé sur des ancrages théoriques, scientifiques, dans la littérature, mais aussi ça s'est exercé. Donc rappelle-toi, Michael à Aix en 2022, hein, lorsqu'on s'est entraîné à accompagner. Donc le staff du 15 de France était à Aix justement pour entraîner à coacher. Et bien nous, on s'est entraîné à accompagner en s'observant aussi. Donc un des deux coachs accompagnait les joueurs, c'était des jeunes, je crois, des U18. C'est ça, hein? Donc, on a posé ce qu'on voulait faire avec le 15 de France, on l'a essayé, on l'a rodé, on a essayé la roue des émotions, on s'est observé comment mieux faire, comment faire de façon plus claire, pour justement proposer quelque chose qui puisse ensuite tenir la route en quelque sorte. S'adapter aux possibilités et au respect de l'intégration avec de la préparation mentale et aussi, je dirais, avoir cette structure qui est claire en lien avec les besoins. Donc là, le besoin et la demande quand même du staff, ou en tout cas du head coach, c'était travailler sur la récupération émotionnelle. Donc ce n'était pas une autre invention, c'était aussi la demande. Et en même temps, arriver préparé. Donc l'entraînement, mais aussi arriver préparé. Et peut-être, en dernier, mais c'est quand même, je dirais, peut-être la chose la plus importante, c'est la notion de posture et d'éthique. Bien sûr qu'on se retrouvait en difficulté, bien sûr qu'on s'est beaucoup questionné. Donc, comment justement retrouver ou rester dans cette posture et garder une certaine éthique, par exemple, dans le partage de l'information. Bien sûr que le head coach est toujours curieux de savoir pourquoi et comment. Bien sûr que les autres savent que c'est normal, cette curiosité. Mais comment nous, on se positionne? Qu'est-ce qu'on veut partager? Qu'est-ce qu'on peut partager? Quand on peut le partager? Comment on peut le partager? Par exemple, vous voyez, quand on est plusieurs, ne pas échanger pendant les entretiens, hein, pour rester avec cette fenêtre aussi d'étonnement. Hein, donc rester vraiment ouvert à ce qui va arriver, mais également débriefer, par exemple, après les entretiens. Donc déjà se concerter, avoir les quelques points qu'on peut
ou qu'on doit divulguer à qui, au corps médical, à head coach, au reste du staff, etc. Et le comment. Donc tout ça, ça se prépare avec toujours cette réflexion, je me dois d'avoir une certaine posture, mais aussi avec une certaine conduite éthique. Voilà un petit peu, je ne sais pas si tu avais des choses à... Ça te semble juste, en tout cas, ce qu'on a fait. Voilà. Super, merci beaucoup pour l'attention. Merci à toi.